j'ai envie de faire un petit décompte à partir de maintenant du nombre d'épisodes où l'intrigue arrive comme par hasard à nos héros. C'est-à-dire qu'ils se promènent dans un coin et comme par hasard ils tombent sur quelque chose qui déclenche l'intrigue. Histoire de bien pointer à quel point ils usent et abusent de ça parce que, ouais, ça n'arrête pas. En tout cas, voilà, on va faire un petit topo par rapport aux épisodes qu'il y a eu. Le premier, c'est clair et net, ils sont tombés comme par hasard sur cette espèce de démon à la con. Le deuxième, là, par contre, ils ont été appelés en tant que légendaires par une fan, donc c'est pas du hasard, c'est un cas à part. Le troisième, si je me souviens bien, le réveil du Kilimanjaro, ils étaient comme par hasard juste à côté du volcan. Ils auraient été un peu plus loin, ils auraient pas entendu ça et ils auraient pas été interpellés là. Donc, ouais, gros comme par hasard. Quatrième épisode, pareil, passé comme par hasard à côté de l'endroit où un faucon d'argent se faisait agresser par des bandits. Voilà, il y aurait pas eu ça, ils auraient pas été inclus dans l'histoire. Cinquième épisode, alors c'est celui avec Lyon-Feu, et là ils ont été manipulés, donc cas à part, c'est un autre cas où ça leur tombe pas comme par hasard dessus. Sixième épisode, là aussi c'est incroyable, c'est pas un épisode où ils tombent comme par hasard sur l'intrigue, puisque ils se font manipuler une deuxième fois, deux fois à la suite, mais bon, on va quand même compter ça par Ténébris et pas Darkel cette fois-ci, pour que l'intrigue soit lancée. Et enfin, tout le reste, c'est que des épisodes où l'intrigue leur tombe dessus comme par hasard, quoi. L'épisode 7, il passait comme par hasard à côté de l'endroit où les spectres d'argile de Darkel fouillaient. L'épisode 8, ils sont tombés comme par hasard sur un marchand qui vendait une tablette qui parlait de la pierre de Crécia. L'épisode 9, comme par hasard, ils sont tombés sur le marchand qui a été agressé par rapport au complot contre Cache-Cache. Gros coup de chatte. Et l'épisode 10, c'est moins grossier, mais là aussi c'est comme par hasard, quoi. Ils tombent comme par hasard sur une situation à régler en se baladant dans un coin alors qu'ils avaient rien prévu. Voilà, donc 3 épisodes sur 10 où c'est pas du comme par hasard, sachant que 2 épisodes c'était lorsqu'ils se faisaient piéger, quoi. Donc techniquement il n'y a qu'un seul épisode où on sent que ce statut de héros qui essaye de faire quelque chose se ressent au départ, quoi. C'est un petit peu problématique pour moi. En tout cas, bon, je suis désolé d'avoir fait une aussi longue intro, mais ça me posait sur la tête depuis un petit moment, ça, j'avais envie de poser ça. Et maintenant, à partir de l'épisode suivant et de ce qui viendra ensuite, je ferai un peu le topo. Hein, si ça se trouve, peut-être que ça s'améliorera, peut-être que ça tombera de plus en plus dans ce gimmick très facile, très répétitif, très redondant. Nous verrons, ça va être la surprise, le suspense. En tout cas, l'épisode commence avec nos légendaires qui sont en route vers Rimar pour faire plaisir à Razia, parce que juste avant ils étaient à Matassa en train de faire des recherches sur la pierre de Crécia, ils ne l'ont pas trouvée. J'apprécie ce détail. Honnêtement, j'apprécie ce détail qu'on pointe, qu'on montre que nos légendaires ne font pas que se rouler les pouces entre les 2 épisodes et qu'ils essayent de faire un peu de recherche, qu'ils essayent d'être proactifs. Ça fait plaisir d'appuyer ça, c'est le genre de petits détails de rien du tout, quoi, que j'aimerais voir plus souvent, vraiment régulièrement dans cette série. C'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça, surtout il y a 2 épisodes où ça aurait été mais tellement plus satisfaisant si ça avait démarré par ça. En tout cas, voilà, ils reviennent de Matassa, la ville de Matassa, où ils n'ont rien trouvé. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont cherché, comment ou quoi que ce soit. Juste, ils n'ont rien trouvé. Et ils décident de passer par Rimar, la contrée de Razia, pour lui faire plaisir. Et où il a un petit peu d'attachement, surtout par rapport au plat du coin, parce que c'est un mangeur. Et le seul truc par rapport à ça, ça a toujours été un gag autour de Razia, hein. J'ai vu des gens se plaindre en commentaire. Je sais que cette série est pas géniale, hein, et qu'elle fait pas le figure comparé à la BD. Je ne vais pas le contredire une seule seconde, mais ouais, Razia, surtout dans les premiers tomes, il a été défini comme ça, et ça essaie clairement de capturer l'esprit des premiers tomes. Son truc, c'est la bouffe. Et autre chose, c'est aussi un expert en linguistique, en technologie, c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu par rapport à ça, et c'est appuyé, c'est très bien appuyé dans cet épisode, et ça a même été appuyé un petit peu avant. Le fait qu'on appuie un petit peu régulièrement qu'il aime bouffer, c'est pas trop grave. Ça lui correspond un petit peu, c'est pas un gros problème.
c'est quelque chose qui va avec sa personnalité. Donc oui, faut arrêter de faire comme si la BD était ultra noble et ne partait pas un petit peu sur des petits trucs faciles comme ça. Ça partait sur des trucs faciles comme ça. Et puis c'est pas pour rien que c'est un enfant un peu obèse, hein, vous m'excuserez. Hein. Après, c'est très différent de comment on traite la chose par rapport à d'autres cas. Par exemple, dans le cas de Razia, ouais, c'est très moyen dans le sens où il aime manger, c'est pas particulièrement un détail qui rajoute quoi que ce soit au personnage, on fait juste des petits gags là-dessus, mais c'est pas non plus des gags affligeants où on se fout de son poids tout le temps, quoi. Il y a deux, trois petits moments rapides comme ça, qui n'étaient pas non plus ultra ennuyeux, mais voilà, on passe pas des plombes à faire des gags là-dessus de façon vulgaire, grossière, grasse, si vous me permettez l'expression, c'est beaucoup plus contenu que d'autres choses, donc c'est pas un gros souci, ça. Vraiment, dans la série, ça correspond au personnage. Et c'est clairement pas le meilleur humour qu'il y a, de loin, mais c'est pas si affreux que ça. En tout cas, voilà, autre truc qui correspond à Razia et qu'on appuie un petit peu en début d'épisode, c'est qu'il a une idole d'enfance, une espèce d'Indiana Jones personnel envers un aventurier de bouquin qui s'appelle Corbeau. Alors c'est très intéressant d'appuyer ça, même si je trouve que à nouveau, c'est un truc qui passera peut-être pas pour les néophytes. C'est censé appuyer pourquoi il se faisait surnommer Corbeau lorsqu'il travaillait pour Darkel. Mais on l'appuie pas ça, on dit pas ah tiens, voilà pourquoi tu t'appelles Corbeau ou quoi que ce soit. Et pourtant, les les membres des légendaires d'Anal et compagnie sont un peu surpris d'apprendre que Corbeau est une idole de Razia quand il était jeune. C'est dans le détail, quoi. Vous saviez pas ça sur Razia, pourquoi ça vous fait pas tiquer, réfléchir un petit peu sur Corbeau? Ça aurait pu, je sais pas, vous permettre d'appuyer un petit peu ça pour faire comprendre aux spectateurs un peu lambda qui connaîtraient pas en détail la BD d'où ça vient. Une fois de plus, c'est amené de façon plus fluide, plus compréhensible pour le lecteur de la BD qui découvrirait ça. Voilà, mais bon, ça, j'apprécie quand même le fait qu'on appuie ça, hein, qu'on appuie ça chez le personnage. Bon, il y a quelques gags un petit peu moyens, mais bon, ça, je suis un peu habitué. En tout cas, nos héros arrivent donc à l'auberge, comment ça s'appelle, du Jirawasabi, voilà. Histoire de faire un jeu de mots parce que ouais, ils font des plats épicés. Donc, étant donné que les créatures, les montures s'appellent des Jirawa, on va appeler ça Jirawasabi. Voilà, les Jirawa donc sont les montures qu'ils ont depuis le début. Ah, ça c'est un truc qui existe depuis le premier tome, hein. Classique. Et ouais, quoi, on fait des plats à base de lait de Jirawa là-bas. Et exceptionnellement, c'est pas super bon ici parce que le lait a caillé à cause du fait que depuis quelque temps, il y a une créature un peu étrange qui fauche et qui capture les Jirawa et donc à cause de ça, ça effraie ceux qui restent et leur lait tourne. Donc à cause de ça, on peut pas faire de bon plat. Parce que semble-t-il qu'ils peuvent pas faire un seul plat sans les Jirawa dans ce coin. Ça doit être leur spécialité locale, quoi. C'est notre ingrédient local, donc on fait des tas de spécialités à partir de ça. Je peux comprendre. En tout cas, ouais, il y a Razia qui a une idée de ce que ça pourrait être, c'est-à-dire le Daül. Hein, si vous avez suivi le titre de l'épisode, une espèce de créature mystique qui est considérée comme une légende, comme fausse, mais qui jure avoir vu à un moment donné, lorsqu'il était jeune, on voit un flashback de lui jeune avec les cheveux longs, et qu'il se promenait dans un temple parce qu'il était déjà du genre curieux quand il était jeune. Vous voyez, hein, on appuie le fait que c'est pas juste un gros tas, que c'est quelqu'un qui est déjà curieux de ce qui est autre langue, trucs anciens, pierres, etc. C'est pas juste le gros lard qui aime bouffer dans cette série. En tout cas, oui, Razia jure avoir vu le Daül, en dépit du fait que ce ne soit qu'une légende. Ça fait un peu rire les gens du coin. Et ouais, quoi, c'est... Le jeu de mots est assez évident à voir. En tout cas, il a été assez évident pour moi, mais on l'a rendu assez clair, assez direct au bout d'un moment, lorsque Danaël dit « Ouais, j'y crois pas trop, mais si vraiment t'étais sûr de toi, Razia, on te suit. Allez, on part tous à la chasse au Daül !» Voilà donc, jeu de mots par rapport à la chasse au Daül, expression très courante par rapport au fait de chasser des illusions quand on veut chasser une créature qui n'existe pas, quoi, légende. Un jeu de mots assez simple, mais qui part pas d'une expression forcément familière pour tout le monde, donc j'apprécie, vraiment. Et autre jeu de mots que j'ai apprécié, et j'ai le sentiment que ça n'a jamais été mis en avant, c'est que les habitants de Rimar
s'appellent les Rimariens. Et j'ai pas souvenir une seule seconde avoir entendu le nom des habitants de Rimar dans la BD. Il faut dire qu'on n'est jamais à Rimar en fait. C'est un peu ça. On a peut-être vu rapidement Rimar dans le tome origine sur Razia. Peut-être que j'ai zappé ça, mais ouais, quoi. Il s'appelle les Rimariens. C'est la première fois que ça me parle sur le mot. Ah ouais, c'est plutôt intelligemment pensé parce que c'est vrai que Rimar en soi, c'est ok, Rimar. Par contre, les habitants rimariens, plutôt bien pensé. J'avoue que ce jeu de mots-là, il me plaît bien. Il me plaît bien. En tout cas, oui. Suite à ça, nos héros décident d'enquêter un petit peu sur ce Daül et de voir où il se terre, de l'empêcher de nuire et de s'en prendre à ces pauvres girabois sans défense pour pouvoir faire en sorte que les plats soient mieux et que les girabois aillent mieux. Des fois, on n'a pas toujours les quêtes les plus épiques en soi, mais bon, hein, il faut les faire. Ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas. Honnêtement, j'apprécie le principe de cet épisode et je vais le dire tout de suite, je vais pas détester. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont grossiers dans la mise en scène et que ça vole pas très haut, mais c'est le genre de scénario qui me dérange pas. Parce que voilà, c'est nos héros qui passent quelque part, qui doivent régler un problème du coin. Je veux dire, c'est un peu du comme par hasard qu'ils passent par là, mais c'est un comme par hasard pas aussi grossier que d'autres. Je reconnais quand même. Et voilà, ils doivent régler les problèmes qui leur surviennent. Quand c'est pas forcé totalement comme ça, ben, je trouve que c'est intéressant de montrer un peu ça. Surtout lorsqu'on précise en tout début d'épisode qu'ils passent pas leur journée à rien branler, quoi. C'est la première fois qu'on se centre réellement sur Razia dans cette série, et ça fait plaisir, hein. C'est pas le premier personnage auquel on penserait. Après, j'attends de voir un épisode où on se centrera sur Griff, parce que c'est toujours pas arrivé, ça. Mais bon, Griff, c'est un petit peu un problème. Je vais en parler un peu plus tard dans cet épisode. En tout cas, il décide de retracer là où s'était trouvé Razia quand il était plus jeune, donc le temple en question, qu'il a un peu fait s'effondrer en s'enfuyant, en voyant le Daül, et il repasse par là, ils font un peu de recherche, il voit pas mal de traces qui laissent bien supposer que ce Daül existe, hein, donc c'était pas un grand mystère, hein, c'est vraiment cette créature existe. Alors est-ce qu'elle s'appelle réellement le Daül? Je ne sais pas trop, j'en sais rien. Est-ce que c'est gravé sur la fameuse stèle en question, parce qu'il y a une stèle centrale dans cette espèce de temple, et qui relate un petit peu ce que représente cette créature, ce qu'elle est censée faire. J'avoue que j'ai peut-être pas suivi les détails, j'ai pas suivi, j'ai pas totalement cerné l'utilité précise de la chose. Parce que voilà, le principe, j'en parle tout de suite, le Daül est en fait le gardien de la stèle en question. C'est une stèle en cristal plutôt jolie. Et au bout d'un moment, lorsque son temple s'est effondré, il y a une espèce de limite de garde qui a été cassée. Et donc, les limitations de sa garde, de ce qu'il doit faire pour empêcher les gens de passer, ça s'est étendu sur une zone beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'il s'en est pris aux Girawa et même aux gens qui passaient par là. On verra plus tard qu'il y a un type qui se sera fait aspirer par cette créature. Oui, son truc, c'est d'aspirer les gens via une espèce de truc flash comme ça. Ça peut se défaire, c'est pas trop grave. Mais... voilà quoi, c'est pas mal dans la mise en scène, on justifie de façon acceptable comment on s'est trouvé là, etc. C'est pas bête sur le principe. Après, on va avoir pas mal de moments qui sont dans la suite qui s'étendront beaucoup pour pas grand chose en fait. Parce que voilà, c'est un autre épisode, je pense, qu'aurait pu être un demi-épisode. Voilà, c'est le troisième dont je parle, quoi. Ça fait 3 fois de suite que j'ai le sentiment qu'avec le scénario que vous mettez en place, ça aurait pu faire seulement un demi-épisode, et là, ça aurait été assez tac au tac, mieux rythmé, etc. Là, on sent que ça s'étale pour pas grand-chose. Donc, on va avoir pas mal de moments assez cons, Griff, et qui va avoir pas mal d'explications qui n'avaient pas besoin d'être faites. Et honnêtement, j'ai énormément de mal, une fois de plus, avec son doublage. Sa façon à peine joué en fait de dire ces répliques. Ah, je sens une odeur inédite, c'est la première fois que mon flair me fait ça. Si je piste la trace, peut-être que je trouverai l'endroit où se trouve cette créature. Bon, j'exagère un petit peu, mais oui,
il joue pas super bien, quoi. Je veux dire, il n'était pas enfant parce que les autres fois, quand même, il arrivait à jouer correctement, en dépit du fait que sa voix correspondait pas trop, mais là, je sais pas, le comédien était pas dedans, hein. À quelques moments, c'était pas génial, quoi. En tout cas, ouais, là où ça va s'étaler, c'est déjà un peu étalé sur le début parce qu'on aurait pu raccourcir certains points, mais là où ça va vraiment s'étaler, c'est sur tout le processus pour se défaire de la créature. Parce que là, on va passer 10 grosses minutes là-dessus. Facile, 10 grosses minutes, alors que ça aurait pu être juste 4 minutes, un truc comme ça. Au départ, un truc par rapport au Daül, c'est que c'est une créature dont on parle dans les romans de Corbeau. Enfin, oui, les romans autour de Corbeau, l'explorateur, hein, donc l'idole de Razia quand il était jeune. Et ils se disent, tiens, étant donné que l'auteur a parlé de ça dans son bouquin, c'est que ça doit se passer exactement comme ça, donc il suit exactement les mêmes consignes à la lettre qui sont décrites dans le bouquin, qui sont clairement faites pour la fiction en fait, pour le spectacle, et se disent tiens, ça doit forcément marcher comme ça. Ok, et donc c'est des tonnes de trucs complètement foireux et ridicules, genre il faut attirer la créature avec un pipeau et des clochettes, et puis après il faut réciter une formule, Copa Coba Agabra, un truc comme ça, je sais pas ce qu'elle dit exactement, chimie. C'est... Pourquoi vous croyez ça bêtement? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça doit forcément être comme ça et pas essayer de rechercher un peu plus que ça, merde. Et donc voilà, il va y avoir un gros moment très con où Danaël, Chimie et Griff se diront tiens, on va essayer de la tirer comme ça. De la voir comme ça avec des tonnes de trucs pourris, d'achats à la con, qui n'avaient pas besoin de faire parce qu'ils croient bêtement ce qu'il est dans le bouquin. Tandis que Razia sera un peu le seul à réfléchir dans cet épisode et déchiffrera un petit peu les runes qu'il y a sur la stèle, hein, parce qu'à nouveau c'est quelqu'un qui parle couramment énormément de langues. Et il finira par déchiffrer que c'était un tas de conneries, ce qu'il avait écrit l'auteur de Corbeau l'ombre rouge, et qu'en fait il faut faire quelque chose de totalement différent. En gros, il faut utiliser la magie, il faut utiliser une espèce d'objet magique pour graver quelque chose de différent dans la stèle et utiliser une magie puissante pour pouvoir faire en sorte que lorsqu'on a gravé la non-existence du Daül, eh ben ça le fera disparaître. Voilà, donc, ok, ils ont ça en tête, et pourtant, on va passer des plombes et des plombes sur du combat mal foutu, sur Danaël, Chimie et Griff qui feront les cons pour le capturer alors qu'ils arriveront à rien. Razia et Jadina arriveront à les sauver in extremis, mais ils seront enfermés pendant un petit moment dans une petite grotte en s'échappant au Daül, et c'est là que Razia leur racontera ce qu'il faudra faire. Donc, je vais devoir t'emprunter ton épée pour graver dans la stèle, Danaël, et après, Jadina pourra utiliser son bâton aigle pour faire disparaître la créature. Ok, super. Mais après ça, ça suffit pas puisque il faut distraire la créature. Donc on va utiliser Griff comme appât et on a passé des tonnes de scènes d'action à la con. C'est pas particulièrement réfléchi avec encore des speedlines et toujours des speedlines. Tandis que Razia gravera juste une petite ligne à la con avec l'épée de Danaël. Il lui faut 3 plombes pour ça. Et Danaël, en essayant d'empêcher la bête d'arriver, parce que oui, Chimie et Griff sont trop cons pour attirer la créature ailleurs qu'à l'intérieur du temple. Alors que oui, hein, ils l'ont un petit peu énervé en utilisant Griff comme appât. Ils pourraient, je sais pas, la tirer ailleurs. Non, 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 on va la tirer à l'intérieur du temple. On est complètement con, voilà. Hein. Donc, Danaël essaiera de leur tarder un peu plus pour que Razia finisse son coup. Danaël se fera aspirer par la créature. Il y aura une espèce de pseudo-moment émotion à la con qui essaye de répliquer un peu ce qui a été fait dans le tome 2 où on croit que quelqu'un est mort, mais bon, ce sera des faits après. Et ouais, quoi, on voit rapidement Griff verser une larme en se disant ouais, il faut qu'on le retienne rapidement le temps que tu finisses ton sort, Razia. Et ils le retiennent un petit peu. Razia finit de graver son truc, Jadina fait son sort, paf, la créature et se fait faire disparaître, et en disparaissant, tous les gens qu'elle avait avalés, les Girawa, sont libérés. Donc, ouais, c'est une espèce de moment, de tristesse, émotion, tout ça, ça n'est rien, puisque bon, on voyait tout de suite qu'il allait être sauvé, Danaël. Parce que si c'était ça la fin de Danaël,
Ouais, ce serait un petit peu insultant quand même, hein, ce serait un petit peu insultant la fin de Noël. Donc, ouais, on passe des tas et des tas de minutes sur ça, sur ce combat, alors que ça aurait pu être largement condensé. Et c'est un peu le problème. Bon, après, je vous fais le topo rapidement. Les gens ne le croient toujours pas sur la légende du Daül, parce que maintenant il a disparu, et que les personnes qui ont été bouffées par lui se souviennent pas trop de ce qui leur est arrivé, et ils se disent oh, tu dis n'importe quoi, mais mais merci d'avoir quand même d'avoir ramené Norojirawa. Tiens, un plat spécial pour toi, il est content de bouffer, super, super. Voilà, ça se termine là. C'est acceptable, honnêtement, c'est le genre de petite aventure acceptable que j'apprécie de voir, pour poser un peu nos personnages, pour montrer que ce sont des héros qui sont prêts à répondre à l'appel lorsqu'il y a quelque chose de grave qui se passe, et où, une fois de plus, on ne suit pas Darkel. Ça fait plaisir, 2 fois de suite, c'est pas Darkel qui est au centre du conflit. Ça fait plaisir de voir ça. Je suis content de voir que vous pouvez pas vous reposer que sur Darkel pour vos conflits. Ça, c'est agréable, je vous jure c'est agréable. Donc voilà, c'est une petite aventure agréable, sympathique en soi. Ça aurait pu être beaucoup plus que ça aurait pu être plus que vaguement acceptable, parce que c'est vaguement acceptable si vous aviez, je sais pas, mieux mis en scène certaines choses, ou simplement condensé ça en un demi-épisode. C'est le problème. Mais globalement ça allait, quoi, ça se regardait à peu près. Si vous partez sur ce genre de petits scénarios comme ça, ce sera pas non plus un déplaisir à suivre, ce sera regardable, voilà. Ce genre de petits scénarios comme ça, et surtout si vous prenez la peine d'appuyer le fait que nos héros restent pas inactifs entre 2 épisodes. Ça fait plaisir ça. Je vous jure, hein, le petit dialogue de début, c'est 3 fois rien, mais ça représente beaucoup pour moi. Hein, le petit dialogue sur la pierre de Crécia. En tout cas, voilà, ça allait. Hein, on verra un peu ce qui se passe par la suite. A bientôt pour l'épisode 11. Bye.